Docteur Gérald Kierzek, bonsoir. Vous êtes médecin urgentiste et vous publiez « Ayez les bons réflexes, comment sauver des vies » chez Fayard. Depuis les attentats du 13 novembre, on ne sait pas forcément, mais il y a les pompiers, la Croix-Rouge et la Protection civile qui organisent régulièrement ce qu'on appelle les samedis qui sauvent. Alors, ce n'est pas tous les samedis, ce sont des sessions de 2 heures où l'on a... voilà, justement, on voit là un petit reportage. Docteur Kierzek, il y a un retard en France sur la connaissance de ces gestes qui sauvent par rapport à d'autres pays, les pays scandinaves notamment? Oui, il y a un retard sur l'apprentissage des gestes d'urgence dans des pays scandinaves ou des pays d'Amérique du Nord. On va avoir des enseignements à l'école, par exemple, pour passer le permis de conduire. Or, en France, on a 5% de la population qui est formée à ces gestes qui sauvent. Et j'allais dire, après les attentats, il y a eu un engouement, un peu de solidarité, et d'où ces initiatives formidables sur l'ensemble du territoire pour aller se former. Alors, c'est pas se former en 10 heures ou 20 heures, c'est se former en quelques heures et à apprendre les gestes essentiels. Mais il y a un retard aussi en France, qui n'est pas uniquement un retard sur des gestes d'urgence, qui est un retard sur les comportements qui sauvent. Et les comportements qui sauvent, c'est cette culture du risque un peu. Là aussi, l'Amérique du Nord, par exemple, est très en avance. Vous allez, par exemple, à Miami ou vous allez à San Francisco, il y a des risques qui sont des risques collectifs, par exemple, de tremblement de terre à San Francisco. Eh bien, vous avez un kit qui vous est proposé par la mairie, des informations régulières. Donc, c'est pas uniquement... Et d'ailleurs, ce livre, c'est pas uniquement les gestes individuels qui sauvent, mais c'est vraiment, et c'est la grande cause nationale, ce sont les comportements qui sauvent, j'allais dire, avant, pendant et après. Oui, parce que dans ce livre, vous parlez de tas de cas comme des tempêtes, des inondations, des incendies. On va essayer d'en voir un maximum. D'abord, je vous propose de regarder un petit extrait sur ces samedis qui sauvent qui sont organisés par les pompiers. Vous allez voir, donc on apprend quelques gestes de base. Des erreurs, il y en aura toujours et même nous, on peut en faire des erreurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si quelque chose est fait, c'est l'essentiel. Même si on fait un garrot qui n'est pas forcément efficace, ça aura limité les dégâts, tout simplement. Je pense que c'est utile parce qu'on peut à n'importe quel moment se retrouver dans des situations où on peut en avoir besoin. Alors quand on est sur le fait accompli, je pense que les réactions sont peut-être pas évidentes à avoir. Alors, docteur Kierzek, dans quel cas faut-il faire un garrot? Et moi, j'avais le souvenir qu'on disait que c'était dangereux, un garrot, notamment s'il était mal fait. Vous avez un bon souvenir, parce que ça avait même été retiré des cours de secourisme. L'idée, c'est quand il y a une hémorragie, on appuie dessus, on fait une compression manuelle. Ouais. Éventuellement, on met un lien dessus pour pouvoir maintenir cette compression et un tampon relais. Ça, c'est le cas général, le cas quotidien. Après les attentats, on a vu, quand on a beaucoup de victimes, eh bien, le garrot est revenu un petit peu à la mode, dans le sens où, quand on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas appuyer parce qu'il y a plusieurs victimes, eh bien là, il faut faire un garrot. Mais ça reste en situation exceptionnelle. Et on fait un garrot, on l'a vu dans le reportage, avec ce qu'on a, avec une cravate, avec une ceinture, par exemple. Nous, les équipes... Alors comment, là, il est bien fait, le garrot, là? Le garrot, l'idée, c'est de le faire entre la plaie qui saigne, le membre qui saigne et le cœur. Donc, c'est un peu comme un tuyau d'arrosage. On va appuyer à cet endroit-là. Et donc, on va mettre avec un lien qui va être large, qui va être suffisamment serré pour pouvoir bloquer la circulation. Mais encore une fois, ça, c'est quelque chose qui est un geste exceptionnel. D'urgence, mais en situation Sinon, on met exceptionnelle. sa main, Sinon, on appuie, c'est une compression manuelle et on met un tampon relais, on va mettre un bout de chiffon et on va serrer sans que ça fasse garrot. Le risque du garrot, c'est de couper vraiment toute la circulation et d'empêcher derrière, par exemple, une greffe par les chirurgiens. Alors, par exemple, dans ce livre, vous parlez une attaque au couteau. Si quelqu'un a un couteau enfoncé, alors ça peut être un accident domestique, est-ce qu'il faut retirer le couteau? Non, alors là aussi, c'est dans les enseignements des gestes d'urgence. Ça fait des dégâts à l'aller, ça va faire des dégâts au retour, donc on laisse le couteau. Et puis, s'il y a une hémorragie, on va appuyer, on va comprimer, mais pas sur le couteau, évidemment, mais on peut faire un point de compression entre le couteau et la plaie. Mais le mauvais réflexe, c'est une histoire de réflexe. C'est pour ça que ça s'appelle ayez les bons réflexes. Parce que nous, professionnels de santé, professionnels de secours, on a ces réflexes-là. Et l'idée, c'est de les inculquer à la population. Et c'est ces réflexes-là que la population n'a pas, que ce soit des gestes individuels ou des gestes de préparation. Le massage cardiaque, n'importe qui peut s'y mettre. Oui, d'ailleurs, c'est pas dangereux? Non, c'est pas dangereux parce que si vous ne faites rien, eh bien, ce sont des minutes précieuses qui sont de toute façon perdues, non rattrapables. Dans quel cas faut-il le faire? Vous tombez, vous effondrez, vous ne répondez pas, il n'y a pas de signe de vie, votre cage thoracique ne se soulève pas. On respire pas. J'appelle le 15, donc la personne ne respire pas, elle ne répond pas. Ouais. J'appelle le 15 ou le 18, je démarre le massage cardiaque. J'appelle le 15, donc c'est appelé, alerté. Je masse et éventuellement j'utilise un défibrillateur. Et j'appuie très fort sur la poitrine? Oui, de à peu près 5 cm. L'idée, c'est que 100 fois par minute, on s'embête plus à prendre le pouls, on s'embête plus à faire du bouche à bouche. Maintenant, c'est être pragmatique et c'est l'intérêt de ces sessions de formation. Alors, en cas d'attaque terroriste, vous rappelez la règle est dictée par le gouvernement, s'échapper, se cacher, alerter. Alors, sauf que on a vu, on peut réagir différemment en cas d'attentat. On l'a vu à Nice et dans la Thalys. Il y en a certains qui agissent, qui vont au contact. Docteur Kierzek, est-ce qu'on peut savoir à l'avance quels seront ceux qui vont agir
et ceux qui vont fuir, qui ne sont pas forcément des lâches. On ne sait jamais à l'avance parce que le stress, qui est un réflexe de défense et de survie, le stress, c'est les animaux qui ont du cortisol, du stress et qui vont s'échapper. On a ce réflexe aussi. En revanche, si on a été formé, par exemple, formé à des techniques de combat, on l'a vu dans le Thalys quand il y a eu l'attaque, ce sont des gens qui étaient formés, qui sont intervenus. Alors, chacun va réagir dans des situations différentes, mais quand on a en situation d'urgence déjà une formation, déjà une préparation, ça permet d'avoir... Le réflexe, c'est quoi sur le plan physiologique? Ça ne passe même plus par le cerveau. On a des automatismes. Et donc ces automatismes-là, en situation d'urgence, ils vont se réactiver, que ce soit en cas d'attentat, en cas d'attaque, en cas d'incendie, quelle que soit la situation d'urgence. L'idée, c'est d'avoir acquis, de s'être préparé à ces automatismes-là pour avoir la bonne réaction en cas d'urgence. C'est ça l'objectif et c'est ça les réflexes, c'est d'avoir cette préparation, cette sensibilisation et c'est ça qu'on n'a pas en France. Alors, il y a des tas de conseils sur des tas de situations. Par exemple, on se retrouve pris dans un mouvement de foule. Quelles sont les erreurs? Alors, que faut-il faire pour éviter de ne pas être écrasé? Parce que ça peut être mortel. Le risque, c'est ça. Et chaque année, dans les mouvements de foule, on sait qu'il y a malheureusement du piétinement et ce sont des victimes qui sont indirectes. C'est essayer de ne pas rester au centre, essayer de s'échapper et d'aller plutôt vers la périphérie. L'autre chose, c'est de ne pas remonter à contre-courant parce que ça, c'est terrible. Si vous remontez à contre-courant, vous risquez là d'être piétiné. Et puis attention aux enfants. L'idée, c'est vraiment de tenir les enfants. Mais c'est de la prévention aussi. C'est quand on peut éviter les mouvements de foule, on les évite et les rassemblements, on les évite, surtout avec les enfants. Et puis, c'est de nommer un adulte responsable par enfant. Ça, c'est important. Autre chose dans la prévention, souvent les enfants s'égarent et on le voit dans des situations un peu dramatiques ou d'attentats. Il y a un mouvement de panique parce qu'on ne sait plus, on ne retrouve plus ses proches. Quand vous allez aux États-Unis, les enfants ont tous une petite étiquette, une petite carte où il y a les coordonnées, le nom, le prénom, le numéro de téléphone ou l'adresse pour pouvoir retrouver. C'est quelque chose là aussi qui n'est pas dans notre culture française et ça serait bien sans panique. Hein. L'idée, c'est de ne pas paniquer, mais l'idée au contraire, c'est de se préparer. Moi, j'ai ma grand-mère qui disait « Un homme averti en vaut deux ». Et c'est un peu ça pourrait être le sous-titre du livre. Voilà, le sous-titre, c'est Comment sauver les vies ayant les bons réflexes. Et vous commencez d'ailleurs par le chapitre 1, les orages et la foudre. Vous nous rappelez cette dramatique foudre qui est tombée sur le parc Monceau en mai dernier et qui s'est abattue sur les pauvres enfants. Alors vous dites dans le livre, on le sait ça qu'il ne faut pas se mettre sous un arbre, mais vous dites qu'il ne faut pas se mettre non plus sur une grande étendue, par exemple sur un terrain de foot un peu humide. Alors où est-ce qu'il faut se mettre? Il ne faut pas être le point le plus saillant, parce que si vous êtes le point le plus haut, la foudre va aller frapper ce point-là. Donc il ne faut pas se mettre au milieu d'un terrain de foot, ou si vous êtes obligé et qu'il n'y a rien d'autre autour de vous, il faut se mettre le plus près possible du sol, accroupi éventuellement, pour éviter que la tête dépasse et que ça dépasse. Et cet exemple du parc Monceau est un bon exemple, c'est-à-dire qu'on sait qu'il ne faut pas se mettre sous un arbre et qu'il ne faut pas rester groupé. Encore que la deuxième chose, les gens ne le savent pas toujours. Ne pas rester groupé parce qu'on attire la foudre et il y a un phénomène de rebond. Si une personne est touchée, le courant électrique risque de rebondir. Donc l'idée, c'est de s'espacer. Or, dans l'affaire du parc Monceau, avec malheureusement des conséquences qui ont été des conséquences vitales, eh bien, les deux mauvais réflexes ont été appliqués. C'est-à-dire que les encadrants se sont mis sous l'arbre et de manière groupée, qui est un peu l'espèce de réflexe intuitif si on n'a pas pensé avant, si on n'y a pas réfléchi, alors qu'il aurait fallu s'éloigner de l'arbre et plutôt éloigner les gens, les disperser. Et vous dites, l'idéal, c'est d'être soit dans une voiture ou dans un cabanon, quelque chose de fermé. Alors la foudre provoque des brûlures importantes. Vous parlez également du feu, du risque d'incendie. Alors le mieux, c'est d'éviter l'incendie. Est-ce qu'il y a chez soi des choses toutes bêtes, des précautions toutes bêtes à prendre? Là, on est en période où il commence à faire froid. Un chauffage électrique, il doit être aux normes européennes, aux normes françaises. On ne doit pas multiplier les rallonges. Ça, c'est des réflexes vraiment. Les prises multiples, multiplier les rallonges sur une prise multiple. Tout ça, ce sont des facteurs de surchauffe. Et puis, quand je dis que c'est un radiateur d'appoint, un radiateur, ça sert à chauffer. On ne va pas utiliser autre chose parce que derrière l'incendie, il y a aussi les intoxications au monoxyde de carbone qui sont un fléau chaque année parce que des gens utilisent un petit barbecue électrique en disant ça va faire un chauffage d'appoint. Absolument pas. Donc là aussi, c'est des réflexes à avoir et c'est préparer sa maison. On parlait des inondations ou des tremblements de terre. Il faut penser à avoir une petite radio à pile, tout simplement, parce que pour avoir les informations de l'extérieur, si vous n'avez pas une radio avec des piles et que l'électricité est coupée, vous serez coupé du monde. Voilà, tout savoir. Donc, ayez les bons réflexes. Attention, comment sauver les vies, c'est chez Fayard. Merci beaucoup, docteur Kerziak. Restez avec nous tout de suite, Caroline Roux. Alors, non, je tiens à préciser d'ailleurs que demain, le magazine de la santé sur France 5 ainsi que Allo Docteur vont préparer une émission spéciale. Ce sera à 13h40 sur les prises en charge des victimes après les attentats du 13 novembre. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air. Caroline Roux qui revient donc sur les conséquences de l'élection de Donald Trump. C'est dans l'air est intitulé ce soir Brexit, Trump et après.